C'est bon ou pas? C'est bon, ok. Salut Facebook. Salut Charles. Voilà. Alors, juste pour savoir déjà qui me connaît dans la salle, levez la main ceux qui ont déjà vu mes vidéos et qui... Ouais, c'est bien. J'ai connu bien pire que ça. Ouais, c'était l'année dernière, j'ai fait une intervention dans le Calvados. Quand j'ai demandé ça, ils étaient deux. Et du coup, c'était un petit peu long parce qu'ils avaient des petits soucis à se reconnecter au réel. Mais bref, là c'est bien. Vous voyez un petit peu ce que je fais tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc pour les quelques-uns qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Richard Surterre. Je défends la chasse sur les réseaux sociaux. C'est aujourd'hui mon métier à plein temps. J'ai la chance de faire ça aujourd'hui à plein temps parce qu'il y a pas mal de gens autour qui m'ont fait confiance. Et pourquoi je défends la chasse sur les réseaux sociaux? Parce qu'il y a des raisons pour lesquelles il faut défendre la chasse. Parce qu'elle est attaquée, on l'a entendu, elle est attaquée un petit peu de toutes parts, par des gens qui ont juré purement et simplement la disparition de la chasse et des chasseurs. Non pas par haine de la chasse, hein, c'est pas la chasse qui leur pose problème, parce que le loup qui chasse, ça leur pose pas de problème, donc c'est pas ça la question. Qui leur pose, ils ont la haine du chasseur, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, moi, je me suis donné pour mission, toutes les semaines, tous les jours pour Chasse Éternelle, j'ai un média en ligne qui s'appelle Chasse Éternelle, et je me suis donné pour mission, donc, de combattre cette désinformation qui ruine un petit peu la chasse dans l'opinion publique. Et voilà, c'est mon travail au quotidien. Alors, tout ça, ça démarre de quand? Je pense qu'on peut remonter à 1976. Pourquoi je vous donne cette date-là? Il y a des chercheurs américains, en 1976, ça se passait outre-Atlantique, qui pour la première fois ont réalisé que le discours des politiques avait changé. C'était post-Watergate. Ils ont réalisé à ce moment-là que le discours des politiques avait changé. C'est-à-dire qu'on avait arrêté de valoriser ce qui était vrai pour valoriser ce qui était bon en communication. C'est-à-dire qu'il y a une énorme différence entre ce qui est vrai et ce qui marche. C'est ce moment-là, charnière, qui a changé toute l'histoire de la communication, on peut dire, dans le monde moderne. Et c'est de ça dont la chasse française est victime depuis des décennies maintenant, et bien sûr, encore de manière aggravée depuis l'arrivée des réseaux sociaux et la prépondérance des réseaux sociaux dans notre communication. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des associations, ceux qui connaissent ma chaîne, vous les connaissez, les One Voice, les Aspas, les Pierre Rigaud, tous ces gens-là. La vérité, ils s'en tamponnent, faut être clair. Ils en ont rien à secouer de ce qui est vrai. La seule chose qui les intéresse, c'est comment je vais faire pour marquer l'opinion et servir mon objectif d'abolition de la chasse. Point barre. Mon travail à moi, quand je les reprends chaque semaine et que je les fais passer pour des cons parce qu'il y a matière, quand même le dire, ça sert à quelque chose. Parce que je me suis rendu compte que maintenant, dire un mensonge sur la chasse, ça coûtait quelque chose. C'est plus gratuit. Parce que passer pour un con devant des dizaines de milliers de personnes, c'est pas agréable. Et quand vous avez des gens qui sont capables de sortir autant de bêtises, des trucs, quand vous connaissez la chasse, vous avez les bras qui vous tombent le long du corps. Et qu'il y a quelqu'un qui vient vous afficher comme une baltringue, hein, parce qu'il y a un moment, il faut dire le mot, ben c'est pas agréable. Et ça, j'ai remarqué, moi, une vraie différence, un vrai glissement dans la communication des associations et dans la communication des gens qui se sont donnés pour mission d'abolir la chasse. Et donc, cette période qu'on vit, on va l'appeler, ça c'est pas moi, hein, c'est pas de moi, hein, c'est justement tiré de ces chercheurs-là des années 70, ils ont appelé ça la post-vérité. On est passé d'un temps où on parlait vrai à un temps où on parle efficace en termes d'opinion publique. Est-ce que vous avez entendu parler de la loi de Brandolini? Est-ce que ça vous parle, ça? La loi, en anglais, je pourrais traduire ça, la loi de Brandolini, c'est la loi d'asymétrie du bullshit, pour aller vite. Ça veut dire qu'en gros, il faut infiniment plus d'énergie pour rétablir la vérité que de dire une connerie.
C'est-à-dire que, prenons l'exemple des fameux lâchers de sangliers ou des cochons-gliers ou de ce que vous voulez. Toute la journée, dès qu'on leur tend un micro, ils disent la même chose. Il y a trop de sangliers, c'est la faute des chasseurs, puisqu'ils élèvent les sangliers pour les relâcher dans la nature. Et en plus, ils les ont croisés avec des cochons domestiques, ce qui augmente les nombres de toutes ces conneries. C'est systématique. C'est systématique et c'est fait exprès, hein, c'est pas, ils le savent. Hein. Et ben ça, c'est quelque chose qui va me falloir, ou qui va tous nous falloir, énormément d'énergie pour débunker, ce qu'on appelle débunker dans le langage un peu moderne, pour rétablir la vérité. Et tout ce temps d'énergie qu'on va prendre pour rétablir la vérité, pendant ce temps-là, eux, ils en ont dit 4 autres des conneries. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est de la nuance. C'est chiant, la vérité, c'est toujours chiant. C'est jamais blanc, c'est jamais noir. Parce que, oui, il faut le dire, à une époque, dans les années 70, 80, on en a relâché des sangliers. Il y a des preuves de ça. Parce que, comme tout chasseur gestionnaire que nous sommes, eh ben, à un moment donné, nous, on aime bien chasser. Donc, pour qu'on chasse, il faut qu'il y ait des animaux à chasser. Donc, on va se mettre en quête de faire en sorte que la nature soit la plus riche possible en animaux. C'est logique. À cette époque-là, du grand gibier, il n'y en avait pas, quasiment pas, infiniment moins. Donc, en bon gestionnaire, on a décidé, tiens, si on remettait un petit peu de sanglier. Sauf que ce phénomène mondial aujourd'hui qu'est la surpopulation de sangliers n'a rien à voir, ou à l'extrême marge, avec ce qui s'est passé dans les années 70. Donc, ça, quand vous avez pris le temps de l'expliquer, les gens sont passés à autre chose déjà. Donc, ces gens-là ils assènent en permanence toute la journée des contre-vérités, des exagérations. Je pense par exemple, pour ceux qui connaissent mes vidéos, je vais vous donner 2-3 exemples. Par exemple, Pierre Rigaud. Vous connaissez Pierre Rigaud? Notre grand ami Pierre Rigaud, d'ailleurs, qui s'est donné pour mission dernièrement de rentrer dans le monde de la chasse à courre, parce que je suppose que aller emmerder les chasseurs de canards, ça avait pas l'air de super bien c'était pas suffisant. Donc là, il s'est dit, tiens, je vais aller voir, comme il les appelle, les racailles en redingote. Donc il les provoque, hein, il se met devant avec sa caméra en disant que s'ils n'arrivent pas à attraper les animaux, c'est parce qu'ils sont mauvais. Il le dit fort, pour que les gens entendent derrière. Parce qu'il espère quoi? Il espère que ça dérape, il espère maîtriser la communication. Et Pierre Rigaud, il avait fait une vidéo avant qu'il se reconvertisse. D'ailleurs, il se reconvertit dans le comté dernièrement. Hein. Bouffe à tous les râteliers, qu'est-ce que vous voulez. Là, il avait fait une vidéo sur une cabane à grives. Il avait planqué une caméra dans une cabane à grives. Et il attendait le chasseur. Et évidemment, le chasseur, le samedi matin, il arrive, il pose ses petits aplants, ses petites grives, et il commence à chasser. Et là, vous avez la vidéo de Pierre Rigaud. Moi, je me rappelle avoir vu cette vidéo en me disant, de quoi ça s'agit? Vous voyez sa vidéo? Vous voyez donc le chasseur flouté. Et à un moment, Pierre Rigaud, dans la vidéo, il dit, le chasseur, entre 2 tirs, fait quelque chose de très particulier, pardonnez-moi l'expression, il se masturbe. Alors moi, je regarde ça, je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'il raconte? Et effectivement, dans la vidéo, on voit effectivement le chasseur tirer, et ensuite, de manière floutée, on voit bien qu'il y a un geste pas catholique. Et là, je comprends. Le chasseur, entre 2 tirs, il utilisait un appôt à souffler. Vous voyez le petit appôt à grive là, qu'on tape dans le creux de sa main? Et comme il l'utilisait un peu bas, en regardant comme ça, la caméra étant suivie sur le haut, comme ça, Pierre Rigaud ne bite rien au chasseur à grive. Donc il s'est dit, il est en train de se tirer sur l'élastique. Résultat des courses, il a balancé ça sur les réseaux sociaux, et il y a tout un tas de gens qui croient vraiment que ce pauvre gars était... voilà. Voilà où on en est, quand même. Du grand écologue, écologiste, astronaute, défenseur du fromage, on en est là, quand même. Une autre fois, vous vous rappelez de l'épisode du beluga dans la Seine ou pas? Ça, c'était magique.
il y a 2-3 ans, il y a un beluga qui s'était perdu, il s'était retrouvé dans la Seine. Et les associations, évidemment, dans ces cas-là, c'est branle-bas de combat, et en tête, Sea Shepherd. Et Sea Shepherd décide de voler au secours du beluga, qui est perdu dans la Seine. Et donc, ils ont eu l'idée lumineuse de prendre un bateau, d'aller à côté du beluga, et de lui jeter des truites vivantes, en disant il va pouvoir se nourrir si on lui donne à manger des truites. Mais c'était sans compter sur le parti animaliste. Le parti animaliste, vous connaissez le parti animaliste, c'est un parti antispéciste qui fait passer une association militante complètement débile pour un parti politique. Enfin bref, eux, quand ils ont vu ça, ils ont dit « Et les truites ?» Donc en fait, il y a eu une passe d'armes incroyable, surréaliste, entre Sea Shepherd qui balançait des truites pour sauver un beluga, ce qui était à la base complètement con, disons les choses, et à côté de ça, le parti animaliste qui pétait un plomb sur les réseaux sociaux parce que la vie d'une truite valait autant que la vie d'un beluga. Et qu'il n'y avait aucune raison qu'on tue une truite pour nourrir un beluga. Ce à quoi Sea Shepherd a répondu ben oui, mais le beluga, c'est pas vegan. C'est ça le niveau. Ou alors je pense à ce député, je ne sais plus quel département, qui s'amusait à compter les milliards de tonnes de plomb qui étaient déversées en Camargue. Et il avait fait des calculs, je ne sais pas comment il s'était démerdé, mais il était arrivé à un truc où, non, oui, je me souviens du chiffre. On arrivait à 80 000 tonnes de plomb déversées tous les ans en Camargue. Alors, en sachant que la tonne du plomb est aux alentours de 6 000 euros à peu près, moi j'avais fait une vidéo pour dire à mes copains chasseurs, les gars, on se débrouille, on trouve un moyen, on prend des bêches spéciales, je sais pas, mais il y a moyen de faire un peu de blé, quoi. C'est ça le niveau des gens qu'on doit combattre. Ils sont complètement débiles, mais ils ont une communication qui est tellement simpliste, que ça parle à des gens. Parce qu'on ne lit pas les articles, on lit les titres des articles. On lit 80 000 tonnes, on ne réfléchit pas à ce que ça fait 80 000 tonnes. On passe un truc où on imagine un chasseur pervers, évidemment, qui est en train de faire des trucs dégueulasses dans une cabane. Ça nous suffit, c'est bien. C'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. C'est-à-dire, toute personne qui est à la base anti-chasse, qui est à la base opposée à la chasse, quand vous allez lui mettre en face quelque chose qui va aller dans le sens de ce qu'elle croit déjà, ça va lui suffire. C'est-à-dire, c'est terminé le temps où on mettait en cause ses propres croyances. C'est un temps qui n'existe plus, ça. C'est-à-dire ce moment où vous deviez chercher pour essayer de savoir ce qui était vrai. Sauf qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les fameux algorithmes, si une fois vous commencez à vous attarder un petit peu dans votre fil, ou si vous avez liké, si vous avez partagé une publication anti-chasse, derrière l'algorithme de votre réseau social ne va plus vous proposer que ça. Donc forcément, vous allez vous retrouver dans une espèce de boucle où les mensonges s'entretiennent à l'intérieur, les haines s'entretiennent, les tribus s'opposent les unes aux autres, et on reste comme ça dans l'espèce de sécurité d'une tribu, et on est très bien comme ça. Et ça, malheureusement, c'est l'ennemi de la vérité, et c'est aussi l'ennemi de la chasse française. Donc, c'est bien beau de faire ce constat-là, mais en réalité, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Comment on peut combattre cette espèce de cercle vicieux qui fait du mal à la chasse? La première chose que j'ai envie de dire pour tous les gens qui sont là, et pour tous les gens qui vont pouvoir en parler, les présidents d'associations, tous les gens qui ont accès aux autres chasseurs, c'est maîtriser sa communication. La communication, c'est pas qu'une affaire de la fac, c'est pas qu'une affaire de la FNC, de vos FDC. Il faut bien comprendre une chose, que ce soit dans la nature ou que ce soit sur les réseaux sociaux, vous êtes tous les chasseurs, tout le temps. Quand vous agissez mal quelque part, c'est à toute la communauté que vous faites mal.
Et quand je dis agir mal, c'est pas, évidemment, je pense aux choses les plus évidentes, mais maîtriser sa communication, c'est faire attention aux photos qu'on poste. Faire attention à la manière dont on réagit sur les réseaux sociaux. Le cas classique. Vous postez une photo d'un sanglier parce que vous avez fait un beau sanglier de 100 kilos, il est super bien armé, vous le postez sur Facebook. Super. Cas classique, en dessous, vous avez un troll qui arrive et qui vous envoie de la haine au visage, qui vous traite d'assassin, qui vous traite de salopard, de dégénéré, de tout ce que vous voulez. Le réflexe classique du chasseur, mais c'est pas du chasseur, c'est humain. Vous le défoncez à votre tour, en dessous. Et puis s'enchaîne une espèce d'engrenage, parce que chacun veut fermer le clapet à l'autre. Mais sur les réseaux sociaux, ça fonctionne pas, ça. J'ai un scoop pour vous. Ça ne fonctionne pas. Jamais. Donc, quand vous communiquez sur les réseaux sociaux, dites-vous toujours une chose. Vous ne communiquez pas pour le troll qui vous a insulté. Vous communiquez pour la personne normale qui va lire votre message et qui va lire vos interactions. C'est-à-dire, lui, il va voir quoi? Vous avez posté une photo d'un sanglier. Vous pouvez, pareil, je vais en parler 2 secondes, de maîtriser les photos, faire attention à ces photos. Parce que pour nous, chasseurs, ça paraît logique, c'est pas choquant pour nous de voir un sanglier mort par terre, avec du sang, évidemment, on a fait un trou dedans, donc il y a du sang, c'est normal, ce qui est vrai pour tous les animaux qu'on mange. Mais pour quelqu'un qui verrait cette photo, et qui pourtant se tape des Big Mac et des jambons beurre, pour lui, c'est une agression, il n'a pas l'habitude de ça, il veut pas le voir, ça. Donc il va avoir un a priori négatif en voyant cette photo. Donc maîtriser sa photo, c'est faire attention à ce qu'elle soit belle, tout le temps. Ce qu'elle soit belle, c'est on présente l'animal correctement. S'il y a trop de sang sur l'animal, pourquoi pas passer la vidéo en noir et blanc, ce genre de choses. Maîtriser la photo. Et ensuite, en dessous, quand la personne va venir et être témoin donc de votre échange, elle va voir quoi? Une photo avec un petit commentaire. Vous pouvez très bien dire, par exemple, voilà, très beau sanglier armé de 100 kilos, je vais avoir du mal à le préparer pour le manger, ou quelque chose comme ça, qui va faire une espèce de connexion avec quelque chose d'utile, quelque chose que les autres personnes qui vont être témoins de ça vont comprendre. Et en dessous, vous avez donc ce troll qui est venu vous mettre un commentaire haineux. Et là, la personne qui va être témoin de cet échange va voir quoi? Donc quelqu'un qui est rempli de haine, qui est généralement qui nous a insultés, et en dessous, vous qui avez rétabli une vérité. Par exemple, il va vous dire, espèce de dégénéré, de débile consanguin, virgule, je suis sûr que c'est un sanglier d'élevage. Ce que vous allez faire à ce moment-là, c'est simplement rétablir la vérité en expliquant en dessous la réalité de ce genre d'affirmation, et point barre. Et derrière, il va vous réinsulter, et il ne faut pas répondre. Parce que si vous répondez, à un moment donné, vous allez vous énerver, vous allez tout ça, et c'est plus lisible pour personne. Et vous allez être mis dans le même sac et pris pour quelqu'un de mauvais, quelqu'un de tout ça. Donc c'est ça, contrôler sa communication. Ça marche aussi dans la nature, parce que ça c'est quelque chose que malheureusement je vois trop souvent. Dans la nature, quand je vous disais que vous étiez tous les chasseurs sur les réseaux sociaux, vous l'êtes aussi donc dans la nature. Ça veut dire que quand vous croisez quelqu'un à la chasse, surjouez le truc, vraiment, et dites-le aux gens qui chassent avec vous, surjouez le truc. Si vous êtes, ça nous est arrivé nous l'année dernière, j'étais en battue, et d'un coup il y a un vélo qui se pointe mais au milieu de la battue, quoi. Et là, à ce moment-là, la première réflexe, c'est « Ouais, qu'est-ce que tu fous là, dégage de là, tu veux que c'est la chasse, mais barre-toi, connard !» Voilà. Si vous faites ça, vous avez créé un anti-chasse. S'il n'était pas, il y est. C'est fini. Et lui, il va rentrer chez lui, son histoire, il va la raconter. Hein. Je croisais des connards de chasseurs, il va rajouter « Ils étaient bourrés, je suis sûr, les mecs !» Voilà, c'est mort. Communication zéro. Chaque fois que vous croisez quelqu'un, surjouez-le parce que là, vous jouez quelque chose. Vous jouez l'image de la chasse dans le village.
Mais si le gars, il a le malheur d'être un peu suivi sur les réseaux sociaux, vous allez faire du mal à toute la chasse. Donc à ce moment-là, il faut jouer le truc, le surjouer même. Si par exemple vous avez votre arme à l'épaule, que vous avez un semi-automatique, lui il sait pas qu'on peut pas casser le fusil, hein, voilà. Et vous savez que votre arme elle est déchargée. Si vous croisez quelqu'un, vous croisez des promeneurs, des gens qui se pointent, sortez votre fusil, ouvrez votre culasse, montrez-la, présentez votre culasse ouverte en avançant et en arborant votre plus beau sourire. En disant, excusez-moi, bonjour, vous souriez, vous êtes sympa. Et vous dites, on va prévenir, vous inquiétez pas, je vais prévenir à la radio, ça va bien se passer. La dernière fois, c'est exactement ce que j'ai fait. J'étais en battu, j'avais un superposé, donc j'ai bien cassé le superposé. J'ai enlevé les 2 cartouches. Et ensuite, j'ai mis le fusil sur mon épaule, comme ça. Je suis allé vers lui, j'ai pris la radio, j'ai informé les autres et tout ça. Je vous jure, c'est vrai, hein, c'est pas pour le truc. Je l'ai entendu partir en vélo. Derrière, une fois que j'avais prévenu tous les autres de la ligne, et le gars a dit, pendant que je roulais, je l'ai entendu, il a dit, tu vois, ils sont pas tous cons, les chasseurs. Simplement, parce que lui, d'abord, il avait sans doute dans l'idée, j'espère qu'on va pas croiser les chasseurs, les machins, parce que les machins, il avait dans l'idée qu'on allait forcément l'agresser. Il y a encore trop de choses qui sont, on le fait parce que oui, on est en train de chasser, parce que oui, c'est pénible, mais pensez systématiquement que ce moment-là, il est absolument crucial pour la chasse en général. Et puis, je vais pas tarder à conclure. Ce qui est super important dans notre manière quand on a envie de discuter, on a envie de parler avec les gens de la chasse, on a envie de... Soyez fiers de vous-même, soyez fiers de ce que vous êtes et soyez fiers de ce que vous faites. Et n'employez pas d'euphémisme pour décrire votre activité. On prélève pas à la chasse, c'est connerie ça. Moi, quand je vais à la chasse, je prélève pas, moi. Je vais pas prélever une bécasse, ça veut rien dire. Je vais tuer une bécasse. Pourquoi je vais la tuer? Parce que derrière, je vais la manger et que j'ai pris du plaisir à la chasser. Parce que les gens ne comprennent pas ça. Ouais, mais prélever. C'est comme si on s'excusait d'être chasseurs. On n'a pas besoin de s'excuser, on n'a pas besoin d'y trouver des mots plus jolis. Non, ben non. On les tue, les animaux, pour les manger. Mais comme 98% des Français qui mangent de la viande. Avant de manger un animal, il y a un moment, il va falloir faire un trou dedans. Je suis désolé, mais... Donc soyez fiers. N'employez pas de mots, d'euphémismes. Je pense par exemple à la régulation. On chasse pas pour réguler. Les amis, si on régule, c'est, on va dire, un bonheur collatéral de notre passion. Mais on n'a pas besoin de ça. Parce que si on se réfugie dans la régulation, ça veut dire que bientôt on va dire, ok, bah, la bécasse, pourquoi tu chasses la bécasse? Pas besoin d'être régulé, la bécasse. Le canard, pas besoin d'être régulé. Donc la chasse, elle se défend comme un tout, et si on rend service à la collectivité, mais tant mieux, c'est parfait. Mais en attendant, il faut simplement être droit dans ses pompes, fier de ce qu'on est, apprendre à parler aux gens, à leur expliquer simplement les choses, sans se sentir péteux, parce qu'on est des chasseurs. Donc soyez simplement droit. N'en faites pas non plus un truc bonjour, je suis chasseur. Si on vous parle, tu fais quoi tu fais quoi dans la vie, c'est quoi que t'aimes faire? Ben moi, je sais pas, j'aime bien la pétanque, j'aime bien le cinéma et puis la chasse. Voilà. Pas besoin d'en faire des caisses. Plus vous êtes à l'aise dans vos pompes pour parler de la chasse et plus vous êtes simple, et plus ça paraît normal. Et plus vous en faites des caisses et vous êtes alambiqué dans votre communication autour de ça, et plus on va comprendre que vous n'êtes pas à l'aise. Donc soyez droit dans vos pompes, soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous êtes. Moi, j'ai une grande passion pour le chien courant. Donc, je le pratique pas moi-même si en tant que posté, mais quoi qu'il en soit, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau au monde que des chiens qui mènent. Je termine avec une anecdote parce que pour moi, j'avais jamais vécu ça de ma vie. Euh, pour la première fois, j'ai été invité à une chasse à courre, vénerie du lièvre, avec des beagles. 60 beagles. Ouais, 60.
Et je me rappelle que de temps en temps, il y avait des coups de gueule, il y avait des trucs. Et j'étais avec quelqu'un qui m'accompagnait pour m'expliquer la chasse à courre. C'était il y a quelques années, je connaissais pas. Et de temps en temps, je lui disais, mais ça y est, ça a lancé là. Et il me disait, non, t'inquiète pas, quand ça va lancer, tu vas le savoir. Et puis, 10 minutes plus tard, je crois que c'est bon là. Il me disait, non, attends. Et à un moment donné, ça a lancé. Et je vous en parle, je vous jure, c'est vrai, j'ai les poils. Hein. À ce moment-là, il y a une espèce de, je sais pas, une espèce de flux d'ondes incroyable qui est venu jusqu'à moi, qui m'a transpercé. 60 bigles d'un coup qui lève un lièvre. C'était une des plus belles expériences de chasse de ma vie. Donc, voilà, vive la chasse aux chiens courants, vive la chasse, soyez fiers et soyez vous-mêmes. Merci beaucoup. Merci.